Sur la première, 7h38, le journal du matin, on va s'intéresser donc à la paix dans le monde, l'Ukraine, la Syrie, le désespoir des migrants, Ebola aussi. Les crises sont toujours nombreuses à travers le monde et pourtant plusieurs spécialistes l'affirment, la situation mondiale dans sa globalité affiche de nombreux signes très positifs. Sans occulter les nombreux drames qui se déroulent en ce moment et dont on parle beaucoup, le journal britannique The Telegraph affirmait même il y a quelques jours, chiffre à l'appui, qu'à l'échelle mondiale 2014, qui vient de s'achever, a été, sous plusieurs aspects, l'une des meilleures années de l'histoire. Bonjour Gabriel Galis. Bonjour et bonne année. Bonne année, oui, on va voir si elle sera bonne. Justement, avec vous, vous êtes le président du JPRI, l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, dont le but est de mieux connaître les guerres pour mieux les combattre, c'est évident. Est-ce que vous partagez le constat qu'au fil des ans, qu'au fil des décennies, la paix, puisque vous cherchez des signes de paix partout dans le monde, que la paix progresse dans le monde? Je n'en suis pas absolument certain. Je regarde des analyses et des chiffres contrastés. Il n'y a plus les grandes guerres qu'il y avait, mais il y a de très nombreux conflits. Et je crois qu'il faut être très vigilant, d'autant que ces conflits deviennent de plus en plus complexes, enchevêtrés, mêlant des guerres civiles et des guerres internationales. Donc personnellement, j'appelle à la vigilance. La vigilance et la nuance aussi. Alors, quels sont les indicateurs de paix, justement? Est-ce, par exemple, le nombre de tués dans les conflits? Si l'on prend le nombre de tués, visiblement, il aurait tendance à baisser, les zones de conflit à se restreindre. Est-ce là de bons signes, selon vous? Oui, ce sont de bons signes. Encore, il faut comparer avec les périodes. Vous savez, des périodes où c'était plus fort, c'est descendu, et puis ça remonte. Donc ça, c'est effectivement bon signe. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça s'éloigne des pays développés, et que c'est aussi pour ça qu'on a tendance à être optimiste. Quand on a la guerre chez soi, on ne regarde pas les statistiques, on regarde ce qui se passe concrètement. Alors, on parle beaucoup de la Syrie, on parle beaucoup de l'Irak, des territoires occupés, Gabriel Galis. Ça, ce sont des conflits historiques qui durent depuis des décennies. Est-ce que néanmoins, ils sont en train de se modifier, de voir des mentalités changer à leur propos? Est-ce qu'on peut espérer là, dans ces conflits que je viens de citer, un apaisement ou au contraire un regain de violence? Ce qui, qualitativement, est remarquable et inquiétant, c'est que ces conflits s'internationalisent. Ils s'internationalisent parce que quand on a détruit des États, et ça c'est une erreur lourde qui a été commise, finalement on a donné le feu vert à des bandes internationales armées pour passer, le cas de la Libye, Syrie, Irak est patent. On a détruit deux États, l'Irak et la Libye, et maintenant on a l'État islamique qui se répand partout. Donc ça c'est inquiétant, d'autant qu'il se répand même chez nous par l'intermédiaire d'un certain nombre de djihadistes. Ça c'était quelque chose qu'il fallait penser avant de casser les États. Ça veut dire qu'il n'aurait pas fallu d'intervention dans ces pays-là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, je veux absolument dire qu'il ne fallait surtout pas faire une intervention militaire. Je lis avec beaucoup d'intérêt, et je conseille à ceux qui veulent approfondir la question et qui lisent l'anglais, l'entretien avec Henry Kissinger Oui. dans le Spiegel Online d'un mois environ. Et il dit exactement la même chose, Kissinger. Il dit il faut pas détruire les États. Et il prend précisément le cas de la Libye. Donc je pense qu'on n'a pas affaire avec Kissinger à un extrémiste bien connu, mais on a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc là, on a fait des erreurs très lourdes et on les paye. Ouais, pourtant Kissinger a appelé, a appelé à faire quelques guerres. Il en a quelques-unes à son actif comme conseiller personnel, Monsieur Kissinger. Je n'étais pas son ami il y a 40 ans, notamment quand il a participé au renversement du gouvernement Allende au Chili. N'empêche qu'il a vieilli, il est plus en exercice, et avec l'âge, il a pris un peu de sagesse, et visiblement ce qu'il dit maintenant est très intéressant, parce que même il y a quelques années, contre George W. Bush, Kissinger s'était démarqué des néoconservateurs. Il appartient à une famille qu'on appelle les réalistes en relations internationales, et on l'avait appelé au moment où George Bush voulait taper sur tout le monde, y compris envoyer des missiles sur l'Arabie Saoudite. Bon, Kissinger était quand même quelqu'un de plus raisonnable, et surtout qu'il est devenu plus raisonnable avec l'âge, me semble-t-il. Ouais, Kissinger, c'est un peu les années Nixon, etc. Un peu Bush Absolument. aussi. Bon, est-ce à dire que l'administration Obama, qui est au pouvoir depuis quasiment 7 ans, Gabriel Galis, est plus néoconservatrice que les néoconservateurs, en tout cas mène une politique plus néoconservatrice qu'eux? Pas tout à fait, mais l'erreur que l'on commet quand on parle de l'administration Obama, et je l'avais dit au début de
de son premier mandat. Et j'avais dit publiquement, on pourrait en retrouver la trace. Je pense que lui-même est un homme plutôt intéressant et plutôt modéré. Le problème, c'est qu'on feint d'ignorer ou on ignore qu'il n'est pas le maître du jeu. Ou Il n'est plus pas le maître du jeu. mais il ne l'a jamais été, le maître du jeu. Et c'est pas parce qu'on est à la tête des États-Unis et qu'on est le commandant en chef qu'on a toutes les billes. Qui est le maître du jeu, Gabriel Mais c'est Gallis? l'appareil d'État. Plus les lobbies des États-Unis. Vous Ouais. savez comment fonctionne ce pays. Ouais. C'est un pays très complexe avec une machinerie. Vous metteriez le plus sympathique des hommes et encore plus sympathique qu'Obama et encore plus intelligent s'il se peut. Eh bien, vous ne résoudriez pas mécaniquement le problème parce que il est prisonnier de son administration. Il est prisonnier de la NSA. Quand bien même il dit on va arrêter les écoutes de la NSA, c'est pas lui qui va débrancher les micros. Mais la NSA existe depuis des décennies, ça a Absolument. toujours été le cas, non, pour les Euh, présidents américains? Absolument, c'est ce que je dis. Donc l'administration continue. On peut changer le président, mais la politique continue avec des inflexions. On peut changer quelques têtes et il l'a fait à un moment donné. Et puis il y a des endroits où c'est franchement catastrophique, comme par exemple le Moyen-Orient et la situation israélo-palestinienne, où il a été particulièrement mauvais et il ne mérite certainement pas le prix de Nobel de la paix qu'on lui a donné par gentillesse. Oui, et qu'on lui a donné assez précipitamment, puisque c'était au tout début de son premier mandat. Absolument. Alors vous le disiez, c'est votre point de vue, Gabriel Gallis, il n'aurait pas fallu faire éclater ces pays, d'où sont partis ensuite plusieurs centaines de djihadistes, ou plusieurs milliers, ou dizaines de milliers pour le groupe État islamique. Pour l'Occident, est-ce que c'est ça la principale menace, c'est l'islamisme radical? C'en est une. La principale menace de l'Occident, c'est l'Occident lui-même. Oui, alors là, il faut approfondir. Mais l'Occident, si on peut appeler ça l'Occident, c'est une appellation qui n'est pas vraiment contrôlée. Il faudrait savoir ce que ça veut dire avec précision. En gros, c'est les États-Unis, La vieille Europe. la vieille Europe élargie, et puis quelques appendices que l'on trouve parmi les fidèles de la politique de l'OTAN, comme l'Australie, qui vient encore de se manifester sur un vote particulièrement significatif concernant Israël et la Palestine. Donc tous ces pays-là, ils ont à se prémunir contre eux-mêmes, c'est-à-dire contre ce que en grec on appelle l'hubris, la démesure, le sentiment de démesure. La victoire de la guerre froide, parce que l'Occident a considéré que c'était une victoire, a conduit l'Occident à ne pas prendre la mesure des limites qu'il devait s'imposer à lui-même, notamment par l'extension de l'OTAN, et depuis, il a suscité des réactions négatives qui sont parfois explicites dans le cas d'un certain nombre de radicaux islamistes, mais qui sont parfois beaucoup plus mesurées, beaucoup plus retenues, mais beaucoup très dangereuses également, comme par exemple ce qui se passera un jour avec la Chine, si on continue à avoir des positions qui sont trop agressives. Vous parlez de la victoire de la guerre froide. N'a-t-elle pas été justement une victoire occidentale ou pas totalement, Gabriel Gallis? C'est une victoire à la Pyrrhus. En réalité, c'est une implosion du bloc communiste. L'Occident lui-même a été surpris de cette victoire et de la rapidité qu'il a remportée. Il ne s'y attendait pas. Donc le système s'est effondré de l'intérieur, avec l'intelligence de Gorbatchev qui a précipité les choses. Mais en réalité, le système n'est pas satisfaisant et les causes des conflits demeurent. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que si on ne met pas sur la table l'analyse des raisons systémiques, notamment les rivalités entre États et entre États puissants et influents et armés, si on ne met pas ça sur la table, alors on ira de conflit en conflit, même par des guerres par procuration. Parce que ce qui se passe actuellement, ce sont des guerres par procuration où les grands se battent par l'intermédiaire des petits. Alors, si on s'attaque aux sources historiques des conflits, l'islamisme radical, on peut remonter aux années 70 à la guerre d'Afghanistan, l'emploi de djihadistes par les Américains contre les Russes, etc. Ça nous mène à il y a 35 ans. Cela dit, le groupe État islamique, l'islamisme radical d'aujourd'hui, quelle en est la source? Quelle est, selon vous, la source du mal à laquelle il faudrait s'attaquer? Dans le cas de l'État islamique, on sait à peu près quelle est la source historique. La source historique, c'est le GIA algérien.
Et ça a été la guerre civile algérienne. Ça, avec ses extensions, il a changé de nom plusieurs fois, c'est comme Al-Qaïda. Et puis aujourd'hui, on en est à cette situation parce que Ouais. une fois que la source donne un petit ruisseau, ce petit ruisseau reçoit des affluents et qui font une grosse rivière. Et les affluents, on les a alimentés avec l'Irak et avec la Libye. Donc maintenant, on a une grosse rivière et c'est plus difficile de contrôler une grosse rivière qu'un petit ruisseau. Et financièrement, on est plutôt du côté du Qatar, dit-on. Alors, on est bien sûr qu'on est du côté du Qatar et là, on est dans des contradictions sans nom. Parce que quand vous voyez que le Qatar envoie des avions dans la coalition contre l'État islamique, d'ailleurs avec l'Arabie Saoudite et quelques autres, finalement, ils sont à la fois les pyromanes et les pompiers. Donc, mais on pourrait dire la même chose de certains nombres d'Occidentaux qui les ont armés et soutenus, ces groupes. Obama avait admis il y a quelque temps qu'il avait au début soutenu l'État islamique. Parce que l'État islamique, c'était pour lui un moyen de se débarrasser d'un certain nombre d'adversaires, comme il l'avait fait d'ailleurs, son prédécesseur ou ses prédécesseurs l'avaient fait avec Ben Laden. Donc ça, c'est ce que Kissinger appelle très intelligemment la stratégie du chaos. Est-ce qu'on veut gouverner, do we achieve world order through chaos or insight? Ouais. Est-ce que l'on veut gérer le monde par le chaos ou par la perspicacité? Et la stratégie du chaos, c'est une stratégie néoconservatrice qui malheureusement continue même quand l'administration de George Bush n'est pas là. Que devraient faire alors les Américains en tête, si ce n'est cette stratégie du chaos, par exemple contre l'islamisme radical? Quels moyens devraient-ils mettre à disposition? Je ne sais pas, des conférences internationales, des médiations? Qu'est-ce qu'on devrait faire là, Gabriel Galis? Moi, je pense qu'il faudrait faire une ou plusieurs conférences globales sur l'ordre du monde. C'est-à-dire qu'on se met autour d'une table et on arrête de chercher des diablotins à droite et à gauche, on réunit l'ensemble des protagonistes, on met en œuvre la charte de l'ONU là où elle n'a pas été mise en œuvre, jamais, en particulier avec ses articles 46 et 47 sur un état-major intégré auprès du Conseil de sécurité, et on voit comment on peut arriver à discerner les intérêts, les concessions des uns et des autres, plutôt que de pousser des avantages dans l'ombre, derrière la coulisse, et avec l'intermédiaire de groupes ou d'États qui sont instrumentalisés. Des conférences mondiales, certaines se tiennent en Suisse. Pourquoi pas à la Suisse? Est-ce que la Suisse pourrait ou devrait organiser ce type d'événement? Moi, je pense que la Suisse a des arguments pour le faire. Elle pourrait le faire et j'aimerais qu'elle le fasse parce que, évidemment, ça suppose qu'elle trouve du répondant chez un certain nombre de partenaires. Mais aujourd'hui, si la Suisse et les Russes et un certain nombre d'autres et les Chinois le demandaient fermement, il y a des chances pour que ce ne soit pas refusé. Et même un certain nombre de pays européens raisonnables.